Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui en live, en direct avec Pénélope. Salut Pénélope. Salut Martin, je me vois sur Twitch, je me vois très pixelisé. Bonjour à tous, j'espère que ça va s'arranger. On avait ces petits problèmes de pixelisation avant les vacances. Chez moi, t'es pas pixelisé, donc ça a l'air d'aller mieux. Ça a l'air d'aller mieux. C'est pas très grave, on va s'en remettre. Mais il faudrait on trouvera une solution avec le... Non, tu es brillante, disent les gens dans le chat, donc tout va bien. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde a passé un bel été. On reprend ce matin notre rendez-vous habituel, souvent le jeudi. Alors ça ne sera pas forcément toujours le jeudi, vous l'avez vu, c'est pas les actus ludiques, on a changé l'habillage, c'est une matinale comme toutes les autres, mais avec des sujets qui nous sont propres. Il va y avoir des petites rubriques, il y aura un petit ton quand même, particulièrement sur le regard des jeux qui vont arriver un peu plus tard. On va être concentré sur ce fameux tour du monde ludique qui était une rubrique habituelle des actus ludiques de l'année dernière. On va redire un petit peu comment ça fonctionne, ce qu'on va faire plus exactement, puisque c'est la première... c'est ton retour de vacances, Pénélope. Oui, tout à fait. C'est toujours compliqué le retour. Un peu compliqué le retour. Tu sais que les gens nous ont demandé, alors il n'y a pas Pénélope la semaine dernière parce que tu étais encore en vacances, c'était la seule raison, c'était pas du tout que tu ne participais plus à la chaîne, mais la rentrée elle va s'étaler sur un mois quasiment, puisque vous le savez, le 1er octobre on aura Rachel qui va nous rejoindre, donc on aura encore de nouveaux formats, de nouvelles façons de faire, de nouvelles émissions qui vont arriver. Les gens nous posent la question, est-ce que c'est aujourd'hui le franc-jeu ? Non, c'est pas aujourd'hui le franc-jeu. Aujourd'hui, c'est juste une matinale. Comme toutes les autres, et ces matinales, elles sont avec des acteurs différents. Parfois, il y a Aline, très souvent le lundi et d'autres jours aussi. Parfois, vous avez Johan, c'était jeudi dernier, c'était Johan qui était là. Souvent, en fin de semaine, donc souvent le jeudi, mais ça dépend de quand les éditeurs viennent au chalet, parce que vous savez qu'on a des demandes un petit peu tout le temps, donc des fois on est obligé de s'adapter aussi. Ça sera Pénélope, et on sera là pour pouvoir discuter des jeux qui sortent. On sera un peu moins axé sur les news. Notre objectif, c'est aussi de prendre du plaisir. Nous, on avait une forme d'usure, on va le dire comme ça, aussi sur les formats, et on avait besoin aussi de parler d'actualité dans tous nos formats et de pouvoir être réactif quand il se passe des choses. Donc on s'est adapté à notre plaisir aussi, c'est très important pour nous que vous regardiez une émission dans laquelle les animateurs s'éclatent, et donc ça sera un petit peu moins axé sur les news, mais on ne se l'interdit pas, et d'ailleurs on en a casé un petit peu aujourd'hui. Oui, il y a des petites... En fait, essayer de moins parler de la news qu'il y a une semaine ou 2 semaines ou sur lesquelles on a du retard, mais vraiment les news très fraîches de la veille, quoi. Donc, j'imagine que s'il y a des matins dans les matinales que vous faites avec Aline ou autre, il y a des news juste la veille, vous pourrez la traiter tout de suite. Ce qui était vraiment dommage d'attendre le jeudi pour en parler, alors que vous êtes en direct, c'est vrai que ça paraissait un peu absurde. Non, puis il y avait des petits aspects supplémentaires qui se rajoutent. Par exemple, on a envie que le message que l'on transmet, c'est pas que tout est contenu dans une émission et que c'est pas la peine de regarder les autres. Il y a cet aspect-là qui est rentré en compte. On a eu quelques cas de figure qui sont déjà présentés depuis la rentrée. On s'est dit, ça, j'ai envie d'en parler maintenant. J'ai même envie d'inviter quelqu'un sur un sujet en particulier pour pouvoir le creuser véritablement, plutôt que de garder un petit truc pour 2 minutes au début d'une émission qui était longue du coup, parce qu'on avait beaucoup de sujets à aborder. Mais par contre, on va se faire plaisir, on s'interdit rien du tout dans cette émission, et on va ouvrir aussi, puisque à la fin de cette émission, vous avez la minute culturelle, comme dans toutes les matinales, on s'autorise un petit pas de côté par rapport aux jeux de société pour vous parler de ce qu'on a fait ailleurs, et notamment tu es assez joueuse de jeux vidéo, donc il y aura peut-être un peu de jeux vidéo dans nos matinales. Ouais, et ça j'avais envie d'en parler, j'en parle un peu sur ma chaîne maintenant, mais j'avais envie de... Ouais, c'est cool qu'on puisse en discuter aussi, parce que toi aussi tu joues, qu'on puisse échanger, se filer des tips et partager ça avec les gens sur le chat, donc c'est vraiment très chouette. Et puis on a quand même enlevé un gros morceau de ce qu'on faisait dans les infoludiques, c'est-à-dire c'est les sorties, et c'est vrai que les sorties de la semaine, et c'est vrai que c'était traité de façon tellement rapide, puisque c'était souvent à la fin de l'émission, on était un peu fatigué, les émissions étaient longues, et maintenant moi j'ai vu le format que vous avez fait avec Ludo, où c'est juste les sorties de la semaine, ça permet de prendre son temps et d'être plus... de consacrer du temps à chaque jeu, et je trouve ça, ça paraît évident que maintenant on sait quoi aller voir pour les sorties. Ici on va être plus sur les annonces à long terme, et peut-être aussi pour les gens c'est plus lisible de savoir que les deux sont séparés. C'est pas les sorties là dont on parle. Nous on parle vraiment de tiens, ça a été annoncé pour 2026, 2027, prochaine SN, etc. Donc ça, moi c'est ce que j'adore surveiller, observer. Donc c'est le tour du monde ludique.
Voilà, pour ce petit démarrage. On a peut-être quelques autres petites news sur lesquelles on a envie de revenir. Des news toutes fraîches, de très frais. La première est quand même très surprenante. Hein. Alors ça c'est pour nous faire Moi, la première, je l'ai vue à la télé, moi. Hein. Ah, moi je ne l'ai pas vu à la télé, je l'ai vu passer sur les réseaux. Au départ, je me dis, je m'en fous. Et en fait, c'est rigolo, donc comme c'est rigolo, on le traite ce matin. Donc je cherche l'image en même temps, hop, tac, je m'en mets là. On a une très jolie image de Emmanuel Macron très jolie photo. Qui joue à Yu-Gi-Oh! Je ne savais pas, dis donc, ça a bien changé la politique. Tu dis Yu-Gi-Oh! Toi? C'est Yu-Gi-Oh! Hein, je crois. Yu-Gi-Oh! Tu dis, c'est pas... Ouais. Ah ouais, je crois que c'est Yu-Gi-Oh! Ouais, moi je joue pas à Yu-Gi-Oh! Donc je suis pas trop au courant. C'est vraiment c'est une bande dessinée à la base, hein, je crois, mais il y a un jeu de cartes à collectionner qui a été adapté, une bande dessinée et un dessin animé. Un jeu de cartes à collectionner qui fonctionne bien, qui fait pas partie des jeux les plus connus pour les joueurs de TCG. Je suis pas du tout en train de le critiquer particulièrement, mais nous on nous parle de plein de trucs, on nous parle de l'Orcana, on nous parle de Pokémon régulièrement, mais celui-ci il a une communauté très forte, un poil à côté, parce qu'il y a le côté collection qui est très important. Je sais pas comment ça joue, je sais pas si c'est bien d'un point de vue gameplay, mais ça a l'air d'être politiquement un événement dont il fallait parler. Oui, je pense que c'est ce genre de... C'est surtout des accords entre pays, en fait. C'est lors du grand festival, c'est le Tokyo Game Show, donc c'est pour montrer qu'on a de l'intérêt pour la culture d'ailleurs, et puis surtout, il y a des intérêts financiers. Je pense Yu-Gi-Oh! Et le monde du TCG, c'est quand même un gros marché, et donc ça fait partie des raisons pour lesquelles ils communiquent dessus. Ce qui était très marrant, moi je regardais les infos à la télé, c'est comme ça que j'en ai entendu parler, et alors les réactions étaient diverses et variées, parce que bien sûr pour les gens de la télévision, Yu-Gi-Oh! C'est inconnu, mais complet. Pour donc, moi aussi, aussi je connaissais, mais je ne sais pas comment ça marche. Et c'est vraiment genre, mais quoi, il joue aux cartes, c'est quoi cette histoire? Alors c'était assez affligeant, parce que c'était un peu genre, il joue aux cartes comme s'il était un enfant, et c'était encore le lien entre jeu de société et enfant, et pourquoi il parle de petits jeux, etc. Mais il y avait ce truc qui avait l'air complètement lunaire et déconnecté. C'est vrai que c'est assez surprenant, même nous, hein, on s'attendait pas à ça. Mais voilà, c'est rigolo. Je pense que ta capture d'écran est vraiment excellente. On ne sait pas s'il est content ou gêné, ou on ne sait pas trop. Le retour des kidultes, tout à fait. On a R. Rémi qui nous dit: j'aurais aimé ne jamais voir Macron sur ce live. Mais alors on ne parle pas de Macron, hein, tu l'as bien vu, mais effectivement. On nous dit aussi que c'est pas si mal Yu-Gi-Oh! Moi j'y ai pas joué du tout, donc j'ai pas de retour là-dessus. C'est incroyable niveau univers et nostalgie, surtout pour les années 90 en France. J'étais peut-être trop vieux moi déjà, j'ai pas le côté univers, je connais pas du tout. Moi non plus, moi j'ai pas joué, je connais encore moins que... Déjà que je connais mal Pokémon, parce que je suis arrivé juste un petit peu trop tard. Plutôt trop tôt, je suis arrivé juste un peu trop tôt, la fille se rajeunit. Mais Yu-Gi-Oh! Alors là, pas du tout. C'est le TCG qui m'a fait recommencer Magic, nous dit-on dans le chat. C'est un TCG qui a oui, on n'est pas très éloigné en âge, Pénélope, et effectivement, ce Pokémon, moi c'était trop vieux pour jouer à Pokémon, donc j'ai loupé ça. Pareil. Et par contre, moi j'étais en fac, il me semble, quand c'était le grand moment. Moi, j'adore, parce que je regarde pas toutes les matinales, mais il me semble que dans ton menu, la petite partie jaune, c'est la partie qui concerne la partie qu'on est en train de traiter. C'est ça, hein, c'est dans le menu en dessous de la... Voilà. Et là, on est sur la rentrée de Pénélope. Et du coup, je me dis, on a vu l'image de Emmanuel Macron avec la rentrée de Pénélope. Je me dis, on va pas prêter à confusion les gens. C'est... Voilà. Et dans les autres news, on a eu évidemment le sujet des visuels de Cannes. Oui, on a eu, alors pas très longtemps. Pas très longtemps. Je ne sais plus si c'était lundi matin, je me souviens plus. On a eu très peu de temps les nouveaux visuels de Cannes qui finalement ont fait un petit tollé, parce que forcément ils étaient réalisés en partie en intelligence artificielle. Alors il faut savoir que je vais quand même recadrer un peu comment les choses se passent, parce qu'il y a eu des retours de personnes qui très logiquement, fort logiquement disent franchement Cannes, vous êtes à côté de la plaque, vous ne savez pas comment les gens vont réagir par rapport à ça dans un milieu qui est très attaché à l'illustration. C'est
ces retours-là ne connaissent pas forcément le fonctionnement. Il faut savoir que Cannes, c'est à moitié le festival de Cannes, hein, le palais des festivals, c'est à moitié une structure qui est privée, à moitié une structure qui fonctionne aussi sur du public. C'est pas un festival qui fait des gains extraordinaires et il est très attaché à la ville. Donc il y a des appels d'offres, il y a pour tout ce qui est communication, pour tout ce qui est visuel, et il y a une agence qui s'occupe de ça, qui est en relation avec la ville. Ce que je suis en train de vous dire tout simplement, c'est que les personnes que vous connaissez n'ont pas choisi de faire ces annonces-là. Par contre, elles peuvent choisir de les supprimer très vite, et on est assez content, nous, de voir les réactions qu'il y a eu directement derrière, c'est-à-dire d'enlever les illustrations et de dire, on a bien vu que ça faisait réagir, et il n'est pas question finalement de mettre ça en tant qu'affiche. On en est ravis. On attend de voir les nouvelles illustrations. Moi, je n'ai pas d'infos à vous donner, mais je croise les doigts parce que j'espère, ça fait des années que je rêve de voir des illustrateurs aux commandes sur les affiches du Festival des Jeux de Cannes, et là, en fait, c'est l'occasion. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas le choix en réalité, c'est l'agence de communication de la ville qui s'occupe de ça, et je me souviens déjà du temps de Nadine Seul, quand elle organisait le Palais des Festivals, elle me disait qu'elle aimerait bien proposer à des illustrateurs de faire l'affiche, que ça serait un souhait pour un festival aussi important, ça serait un message incroyable. On n'a pas d'infos à vous donner pour l'instant, mais on attend. L'annonce devrait arriver assez vite, je crois, Pénélope. Oui. Moi, je ne peux pas beaucoup parler de rien. Je te remercie d'en parler et surtout d'avoir un peu éclairci les choses. Moi, mais je suis l'affaire et je sais qu'il y a Là, en ce moment, ils sont en train de travailler sur les nouveaux visuels et ça ne devrait pas tarder du tout. Voilà. Et moi, je peux pas, j'ai attendu patiemment. Oui. J'ai passé lundi à me dire, franchement, j'ai été tellement contente quand j'ai vu l'annonce du fait que ça soit la enlevé. deuxième Oui, annonce, peu de doute en réalité, mais quand on a vu les illustrations, mais je voulais souligner qu'il s'était passé la même chose au Spiel Essen. Alors, c'est pas la même chose, hein, puisque les conditions dans lesquelles le visuel est arrivé ne sont pas identiques, et tu as bien fait de le rappeler. Mais le Essen Spiel l'année dernière avait fait des affiches tout en IA. Et alors, pour le coup, une IA vraiment absolument dégueulasse, hein, celle où on a les doigts tordus, le visage avec des dents en plus. Enfin, vraiment, c'était pas du tout travaillé. Et il y avait eu un tollé phénoménal et des réactions par centaines, et il n'y avait eu aucune modification. Donc moi, je voudrais vraiment souligner et dire bravo à la réactivité des équipes du FIGE et de ce qui s'est passé lundi. Bon, on verra bien. On a des commentateurs qui nous disent peut-être c'est Martin et que c'est un excellent acteur qu'est le Poker Face qui fera l'illustration. Non, c'est pas moi qui ferai l'illustration, ça c'est certain, mais je suis un excellent acteur. mais c'est pas moi qui le ferai. Mais j'aimerais bien, je croise les doigts, j'ai hâte de voir ça. J'aimerais bien surtout que ça soit une habitude en fait, qu'on puisse avoir tous les ans des illustrateurs du monde du jeu. Comme pour le festival du film de Cannes où les affiches font référence, hein, les gens les gardent parfois les affiches chez eux parce que ce sont des photos et des images issues des films. Ça fait polémique parfois aussi, on en a eu quelques-unes dernièrement notamment, mais voilà. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt. C'était les deux petites news qui nous j'ai vraiment plaisir, hâte que vous voyez, qu'on voit et qu'on découvre tous les nouveaux visuels, vraiment. On va enchaîner avec tout simplement, on va regarder des jeux. On a regardé un petit peu à droite à gauche. C'est le tour du monde du lit. Il n'y a pas de jingle. Je suis désolé, pas dans ce format-là pour l'instant en tout cas. Mais ça ne nous empêche pas de faire un petit tour du monde et de regarder les jeux qui vont arriver et n'importe où. Alors on peut partir sur Kickstarter, on peut partir sur des annonces qui ont eu lieu sur les réseaux sociaux ou simplement des choses dont nous avons entendu parler. Tout à fait. Alors, il n'y a plus de jingle, du coup, je suis très perturbée, hein, on est d'accord. T'es perturbée. Mais non, je ne sais pas si ça reviendra pour l'instant, parce que même l'habillage qui est en bas... Mais non, mais bien sûr, mais tu donnais tellement d'importance à ces jingles que moi, d'un coup, là, j'ai pris l'habitude de laisser un petit blanc et de me dire, bon. Et là, non, on enchaîne directement, c'est le tour du monde ludique. Alors, j'ai gardé le principe on commence par la France, les annonces qui ont été faites durant la semaine. J'ai pas creusé trop loin, j'ai été un tout petit peu voir peut-être s'il y avait eu des annonces pendant le mois d'août, mais en fait il y a eu un petit événement qui s'appelle Valmeunier où toutes les annonces du mois d'août ont été traitées, et ça c'était super parce que vous avez eu 60 et plus scoops, et je vous invite à retourner voir les replays d'un monde de jeu sur la chaîne de replay, sur celle où normalement cette vidéo est diffusée.
Voilà, il y a du boulot, mais il y a beaucoup, beaucoup d'annonces de jeux à venir. Donc, je me suis concentrée sur ce qui n'avait pas été traité normalement. Donc, j'ai pas tout re-regardé, mais normalement, je me suis pas trop trompée. Et la première annonce qui a été, dont on va parler, c'est Amanite, qui sera le 4e jeu, hein, si je compte bien, je dis pas de bêtises, qui va Oui, sortir chez Spiral Édition et qui est d'un nouvel auteur, en tout cas d'un auteur que moi je ne connaissais pas, qui s'appelle Thanos Vazov. Ça a été annoncé par octobre 2025. Il y a, alors je sais pas si tu vas mettre le visuel parce que ouais, il y a une oui, 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 je superbe. mets les visuels, ne t'inquiète pas, Voilà, évidemment, voilà, évidemment. voilà. J'étais un peu Amanite, donc peur. ça arrive très vite en fait, hein, Ouais. il arrive directement. Oui, il sera jouable à Vichy Pro. Alors attention, pas pendant le salon public, c'est important de le préciser parce que ça fait toujours un peu de frustration. Ah, on m'a parlé d'Amanite à l'émission, est-ce que je peux y jouer? Non. Pas encore en public, mais on va pouvoir, nous, professionnels et privilégiés, avoir un petit aperçu avant tout le monde. Et moi, la première chose que je voudrais dire, c'est waouh, quelle couverture incroyable, Mais elle est faite à la main, très cette très beau. couverture, surtout, j'ai cru voir, hein. Il me semble Ouais, avoir vu et pour le des coup, vraiment. work in progress et tout. J'aime bien ça me fait Ah plaisir de ouais. voir des illustrations faites à la main. Alors c'est vrai qu'on s'attarde un petit peu dessus. Alors tu aussi, je suis partagé entre deux trucs. Le côté, c'est super en fait. La communication de Spiral, c'est parfait comme d'habitude. On commence à nous montrer les illustrations, à nous faire teaser sur, à nous teaser sur peut-être ce que va être le jeu sans en savoir plus. C'est une communication par étapes. Et puis en même temps, j'ai ce deuxième côté. C'est pas du tout une critique de Spiral, ce que je suis en train de dire. C'est simplement que ça me vient en tête au Ouais. moment où je vous parle. Où moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même Comment aussi, ça alors se joue? les visuels bien entendu, mais aussi la mécanique. J'ai d'avoir envie des jeux sur ce que ça va me générer en termes d'émotion autour de la table. Donc j'attends les prochaines avec beaucoup d'intérêt, puisque là pour l'instant j'en sais pas grand chose, mais Aline nous dit on a quelques informations en plus là qu'elle a rajoutées Oui, sur le jeu. mais je les Donc je les avais, hein, parce découvre. que là, en fait, elles ont été rajoutées, mais moi, je les avais toutes notées pour pouvoir les dire. Ah, Donc, pas d'inquiétude. Comme d'habitude, j'allais faire mon petit résumé que j'avais étudié, parce qu'à chaque fois, j'étudie un peu la mécanique. Donc, effectivement, ça sera un jeu pour 2 à 4 joueurs, des parties de 30 minutes, et ça sera un jeu de déduction et de prise de risque. En fait, on va devoir essayer. Alors, de ramasser des champignons et les champignons, il y en a des bons et il y en a des pas bons. On le voit, hein, celui qui est pas bon sur la couverture, les amanites, c'est pas ouf. Je vous déconseille d'en manger si vous en trouvez en forêt. Et donc, on va avoir un système d'informations qu'on va donner, qui vont être, en fait, on va avoir des informations qui vont nous permettre de trouver les bons champignons, mais les autres vont les avoir aussi en même temps. Donc, il faut faire attention aux informations qu'on donne aux autres joueurs, si j'ai à peu près compris le brief. Ça a été un jeu primé au concours de Boulogne-Billancourt. Et donc, il y aura aussi au sein de ce jeu, non seulement de la prise de risque et de la déduction, mais un système de I split, you choose. Je divise et tu choisis. Et je pense que c'est comme ça qu'on va se donner des informations. C'est vraiment une très jolie couverture. Ça va être dispo en octobre. Enfin, là, c'est marqué octobre 2025 carrément pour la sortie. Je ne sais pas si ça sera aussi rapide que ça, mais voilà. Et tu parlais du work in progress. Je l'ai mis juste en dessous, la vidéo qui a été faite sur Instagram et qui a été montrée sur Instagram, qui montre le travail sur la couverture, ouais. qui a été, Alors, qui est vraiment une jolie vidéo et qui permet de voir qu'effectivement, c'est un travail à la main. Et ça, moi, je suis un peu comme toi, j'adore le travail à la main. Je trouve que ça a un rendu imparfait qui est vraiment toujours et des belles, et les couleurs sont. Moi, je connaissais pas cette illustratrice, si je dis pas de bêtises. L'artiste, c'est Roxane Campois, et je la découvre et j'adore. Vraiment, j'adore. C'est tout à fait le genre que j'aime, très tranché, très avec un parti pris très fort. Donc ça fait envie. Moi, j'ai hâte de jouer à ce jeu. voilà, c'est le premier jeu dont on vous parle. Merci, comme d'habitude, à Spiral, à Barrick de nous avoir donné les informations. Elle nous dit d'ailleurs que pour la com, le timing était plus délicat en été et que on aura l'occasion de le découvrir évidemment le jeu sur Vichy notamment pour les professionnels, mais peut-être également pour le public, puisque le salon de Vichy public a lieu une semaine après, juste derrière. On est curieux parce que les précédents jeux de Spiral ont plutôt bien marché dans l'ensemble, avec des gros succès, des sélections aux As d'or et des jeux qui se sont installés, comme c'est le cas du dernier notamment, qui fonctionne particulièrement bien. Oui, tout à fait. On continue avec un jeu qu'on avait déjà annoncé, mais maintenant on peut l'annoncer pour de vrai. Il s'agit de Dragonnier. C'est une annonce qui nous avait un petit peu coûté une émission, on peut le dire,
puisqu'on avait un petit peu parlé de ce jeu un petit peu trop tôt. Bah alors, c'était pas nous, hein, on précise. C'était pas de notre évidemment, faute, hein, on n'y était pour rien. Il faudrait qu'on remette l'émission en ligne, du coup, parce qu'on l'avait mis hors ligne, cette émission-là, dans laquelle on avait parlé de Dragon Age avant l'annonce de Mind Clash Game, l'éditeur d'origine. Oui. Et oui, c'est un jeu de Mind Clash qui a été annoncé. Et alors, fait quand même remarquable, de plus en plus de jeux sortent à la fois en VO et en VF. Avant, on pouvait vous annoncer longtemps à l'avance des jeux en VO et on vous disait, on espère qu'il y aura une VF ou la VF était annoncée pour 6 mois plus tard, etc. Là, non. Par exemple, je sais, ce jeu est dans la partie France du Tour du Monde ludique parce qu'il a été annoncé en VF en même temps que sa version originale, ou presque. Donc, sa version originale, donc c'est Mind Clash. Et ça va sortir au 31 octobre de cette année. Et c'est des jeux qu'on va donc pouvoir jouer, trouver à Essen également. Normalement, je ne me suis pas trompée sur les dates, hein, mais en tout cas, ça vient le jeu très sera vite, en fait. à Essen. C'est une annonce qui précède de très peu la sortie. Oui, peut-être qu'ils changent leur fusil d'épaule au niveau du travail. Donc, dans ce jeu qui s'appelle Amber Heart, dans son titre original, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs pour des parties d'à peu près 1 heure. On est sur du placement d'ouvriers rapide, de poids moyen, on va dire, qui dure 1 heure, 1 heure et quart, qui n'est pas trop complexe. On est sur une île mystique qui abrite les derniers dragons. Et en fait, on vivait en harmonie nous sommes des villageois qui vivaient en harmonie avec ces dragons, jusqu'à ce que des braconniers des terres lointaines viennent pour braconner ces dragons. Et nous, on va tout faire pour les protéger. Et donc, en tant que champion du roi, on va recruter des héros, sauver les dragons, étendre leurs réserves, former notre propre compagnon dragon et nous opposer aux braconniers qui se baladent sur notre île. Voilà. Donc il y a un petit twist dans la mécanique, mais ça pareil, hein, on n'y a pas joué. Donc on a les grandes lignes, mais apparemment ça sera juste que quand on envoie le plus de meeple, on envoie sur un lieu, le plus on aura de récompenses, mais c'est pas très clair. Donc je vais pas vraiment me concentrer sur cet aspect-là. Je vais juste vous dire que c'est un placement d'ouvriers avec une partie sans doute de jeux d'enchères et de collection. Et bon, il fait partie de ces jeux, quand on les regarde, où on se dit « Oh, c'est mignon, j'ai tellement envie de jouer à ça », avec tout ce petit côté Andrew Bosley aux illustrations, hein, qu'on reconnaît facilement. Et j'aimerais tellement qu'il soit aussi bien qu'il est joli. Eh bien, il paraît. Enfin, moi, j'y ai pas joué, mais Aline et Joseph, mon fils, y ont joué et ont eu l'occasion de le découvrir. Il paraît que c'est pas mal du tout. Et j'ai vraiment envie, moi aussi, de le découvrir. Ça me hype un peu. Je dois dire que c'est un type de jeu qui me tente. Le graphisme a l'air sympa comme tout, le jeu a l'air chouette. Pour l'anecdote, quand on avait parlé du jeu, donc c'était l'éditeur français, donc Super Meeple, hein, Charles Amir, qui en avait parlé un peu trop tôt. Il n'avait pas trop fait gaffe qu'il y avait un embargo sur les annonces. On a reçu un mail de Mind Clash qui nous a directement écrit en nous disant ça serait bien d'enlever parce que c'est pas le moment, enlevez votre vidéo. Enfin, ils n'ont pas dit ça comme ça, je sais plus comment ils l'ont dit, c'était pas inélégant à ce point, mais c'est nous. Enfin, ils ont demandé d'enlever la séquence et j'ai pas voulu enlever la séquence. Moi, j'ai juste dit je la mets hors ligne, c'est pas grave. Entre nous, la plupart des gens avaient déjà vu la vidéo, donc ça changeait plus grand chose. Ça m'a plutôt amusé qu'autre chose. Et je l'ai mis hors ligne, je l'ai laissé pour nos habitués Tipeee. Et en réalité, pas mal de gens, en fouillant un peu, y avaient toujours accès parce que le format avait été disponible, hein, de toute façon, donc c'était pas très compliqué. Simplement, on voulait pas leur griller leur com, puisque c'est important pour eux aussi. Mais ils m'ont dit merci beaucoup et on reviendra vers vous au moment de la sortie. J'attends, Mind Clash. J'ai envie de le découvrir, ce jeu, maintenant. Ouais. Et ben, ça fait partie des jeux que moi, j'ai pas eu la chance encore de le voir en vrai. Vous êtes vraiment des vénards dans ce chalet incroyable. Mais moi, je pense que ça fait partie des jeux que je vais jouer à Essen, qui sont sur ma liste, bien sûr. Là, d'ailleurs, la liste d'Essen, on n'en a pas parlé avant les vacances, mais ça y est, hein, la preview d'Essen, le fait de pouvoir sélectionner tous les jeux auxquels on veut jouer est en ligne sur Board Game Geek. On en parlera peut-être un peu à l'approche d'Essen et de qu'est-ce qu'on aura envie d'aller jouer. Et là, je me régale, moi, en ce moment. Je coche tout ce que j'ai envie d'aller voir et Dragonnier en fait forcément partie. Alors, plein de jeux qui arrivent chez Blue Orange. On vous invite à aller voir la vidéo. Vous n'allez pas le faire, on le sait bien, mais parce que tu sais, quand on invite les gens à aller voir les vidéos, il y a très peu de chances qu'ils se disent j'arrête celle-ci, je vais en regarder une autre. Mais dans la présentation qu'on a faite des jeux Blue Orange,
Lors du sommet des jeux, on a présenté notamment un futur jeu de Johan Levé qui est très chouette. J'en ai entendu énormément de bien dans les annonces. Beaucoup de personnes qui sont revenues. God5. Ouais, c'est ça. God5. Ouais, qui sont revenus du sommet des jeux en me disant hey, j'ai vraiment beaucoup aimé ce jeu. Qu'est-ce qui m'a dit ça là encore récemment, il n'y a pas très longtemps? Moi, déjà, je suis en train de te le dire. Je sais plus. Je sais plus. Peut-être Bruno Feduti qui m'a dit que il aime pas les jeux de déduction, mais alors celui-ci, ça lui a vraiment bien plu. Peut-être Ludo. Je me demande si c'est pas Ludo qui serait surprenant. Il aime tellement pas de jeu normalement. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai pu y jouer à Valmeunier et on avait pu jouer au proto. Et je trouve que le travail éditorial qui a été fait est super. Vraiment, en plus, le matos est vraiment bien. La lisibilité, les couleurs, il y a quelque chose qui est vraiment super. Et God5 est pour moi, je dirais que c'est un jeu de déduction et pour moi, avec des chiffres, ce que Orapamine est avec du placement de la vision dans l'espace. C'est-à-dire que c'est vraiment plus presque simple qu'Orapamine. Le oui, niveau de bien déduction sûr. est beaucoup plus mais léger. Il y a cette perfection il y a cette perfection de simplicité et de bonne idée, et c'est vraiment voilà. Yann Levet qui dit merci, je sais qu'il adore Orapamine et que ma comparaison lui fera plaisir. Mais vous avez déjà joué ensemble à Orapamine pour voir qui est le meilleur d'entre vous? Mais non. J'ai rejoué contre Bruno Feduti qui essaye désespérément de me battre. Je suis en compétition maintenant sur BGA, je fais la compète. Je me suis mis je veux jouer en ligne et je veux rentrer dans le top 3. Je sais pas comment je vais faire parce qu'il faut du temps, mais j'adore ce jeu. C'est une drogue. C'est une vraie drogue pour moi. Je crois que ça va être mon jeu de l'année. Ça y est, tu fais des jeux en boucle, parce que c'était mon truc, moi, de faire des jeux en boucle sur BGA, un seul en général. J'ai un jeu et je joue qu'au même jeu pendant des mois, puis après je passe à un autre. Donc on a parlé de Rapamine. Là, on a mélangé plein de trucs. On vous a parlé de God5, mais on l'a déjà annoncé dans une vidéo. Là, ce dont on vous parle ce matin, c'est plutôt de Not So Fast. Oui, Not So Fast, qui est un jeu qui a été annoncé chez Blue Orange, un petit jeu de Guido Albini et de Martino Chiacchiera. Je ne sais pas comment on dit. Qui est Chiacchiera, merci. Et moi, autant les prononciations, c'est pas du tout. En fait, je suis pas bon non plus en italien ni rien, mais je vais faire semblant. Voilà, c'est ça. Évidemment. T'es plus proche de l'Italie. C'est l'auteur qui est derrière Dexcape et Witchstone, notamment, Witchstone, qui était un jeu que j'avais bien aimé, qui a vraiment pas eu de succès, mais qui a disparu aussi vite qu'il est arrivé, mais que moi j'ai toujours dans ma ludothèque. Qui est un jeu que j'aime beaucoup, j'aime bien cet auteur. Et là, pas d'annonce pour l'instant de date de sortie précise. Un visuel hyper rigolo, j'aime beaucoup cette couverture. Et on comprend tout de suite ce que c'est. C'est une course, tout à fait, c'est une course. Alors ça, j'ai vu quelques infos qui m'ont permis d'en savoir un petit peu plus. On est sur une course de lièvres et de tortues, puisque ça s'inspire de la petite comptine. Et c'est un jeu qui, alors dans la description de ce que j'ai vu sur Board Game Geek, je dirais quand même qu'il y a un petit air de Camel Up. Ce genre de course où c'est un peu chaotique et où on rigole surtout avant de faire la course. On va choisir pourquoi je dis Camel Up? Parce que les lièvres et les tortues se grimpent les uns sur les autres. Et quand on avance un pion, on choisit un pion. Quand on avance un pion, on fait avancer tous les pions qui sont au-dessus. Donc ça, on avait déjà ça dans Camel Up. Mais par contre, on n'a pas tout le reste. Il n'y a pas forcément le pari, je pense, et on doit atteindre le potager au bon moment pour maximiser nos points. L'idée, c'est que les lièvres affamés et les tortues ont très faim. Elles veulent se ruer au potager pour manger tous les légumes. Et il faut doser sa vitesse. Là, je pense que c'est le côté, justement, tortue qui ne va pas forcément trop vite, mais qui arrive à point nommé. Donc, le pitch est rigolo. Voilà, je ne sais pas où le saut est écrit si petit sur Not So Fast, parce que je pense que plein de gens vont dire Not Fast. Mais ouais, t'as raison. On n'a pas joué, donc peut-être il y a une référence par rapport à la mécanique du jeu. Peut-être que c'est volontaire. On enchaîne avec Tebai, un jeu de David Tursi qui vient d'être annoncé, c'est Board and Dice. Alors, souvent, c'est des gros jeux, David Tursi, des jeux avec pas mal de règles à l'intérieur. Est-ce qu'on arrive à voir sur la couverture ce qu'il en est exactement? Ouais, quand même, on nous annonce un temps à 3 chiffres. David Tursi, pour resituer, s'il n'y en a pas, tout de suite, je vais vous dire Anachronie, je vais vous dire Voidfall, je vais vous dire Nucleum. Alors là d'un coup, on se dit, quand même, à lui tout seul, il pèse 12 points sur BGG. On est sur quelque chose de très, très lourd. Et tous les jeux solo. C'est un spécialiste du jeu solo aussi. Il fait souvent des modules pour d'autres. Très grand spécialiste du jeu solo. Et effectivement, souvent, il fait tu viens de le dire. Et donc, ce jeu, ça va être chez Board and Dice. Ça vient juste d'être annoncé, l'éditeur polonais, si je ne dis pas de
bêtises, c'est polonais, hein, Board and Dice. C'est un jeu de 90-150 minutes. Ça m'a pas l'air léger, hein. On est encore sur du assez costaud. Le poids est à 3,17 par contre, donc c'est costaud en temps surtout, peut-être pas tout à fait en règle. On est sur un jeu de city building, de mythologie, de contrat, de peut-être même un peu de placement d'ouvriers et de placement de tuiles. Ça mélange un peu plein de choses. On est quand même sur du gros jeu. Alors pour le thème, on est dans le royaume de Thèbes. Et dans les temps sombres du royaume de Thèbes, le roi Oedipe vient de mourir et il laisse, il n'est pas mort, il est parti parce qu'il laisse tomber son trône parce que ça marchait plus. Lui, il n'était plus très apprécié et il demande à ses deux fils de gouverner ensemble. Mais en fait, ces deux fils, ils s'entendent pas super. C'est les deux qu'on voit sur la couverture. C'était pas l'entente cordiale et donc ils vont s'affronter et nous, bien sûr, on va jouer des dirigeants influents qui durant cette période et qui sont chargés de reconstruire. Alors, en fait, Thèbes est attaquée par une autre ville et dans cette autre ville, c'est l'autre frère, c'est un des deux frères qui prend possession de cette autre ville. L'autre ville, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et donc, nous, pendant le jeu, on va être chargé de reconstruire la Cadméa, qui est la citadelle de Thèbes. On va devoir restaurer les exportations de la ville et on va devoir prier les dieux de la ville, protéger la vie des citoyens. Et envoyer des champions aux portes de la ville pour qu'ils combattent les champions du frère. Donc c'est à la fois du city building et je ne sais pas trop comment ça va se passer au niveau de la mécanique pour cette lutte, cette protection de la ville. Le jeu se passe en 10 tours et on va utiliser, il y aura des dés citoyens, on le voit, hein, du placement de dés, il y aura du placement de tuiles pour construire la ville et l'agrandir, il y aura plein de choses. C'est le genre de jeu très riche qu'il faut jouer pour vraiment pouvoir vous en dire plus. Mais là, vous avez un peu les grandes lignes, comme d'habitude. Ça aussi, ça sera visible en octobre 2025. Peut-être même ça va sortir en octobre 2025, donc au moment des scènes. Et ça a été annoncé en français par un train fin. C'est pour ça que vous l'avez dans le Tour du Monde de France. Le Tour du Monde de France. Donc chouette, on aura notre version à nous aussi. C'est ça. Merci pour vos commentaires sur le chat. On a, pardon, je déroule le chat parce que j'ai pas retenu les pseudos, mais on a Amic qui nous dit que c'est dommage d'avoir une vue 16/9 pour présenter les jeux. C'est vrai, je me rends compte ce matin que ça marcherait mieux d'avoir une vue carrée pour présenter les couvertures de jeux. Donc pour la semaine prochaine, je vous préparerai une vue carrée aussi pour ce format-là. Alors il faut savoir que dans nos matinales, les autres matinales, on a souvent besoin de montrer des vidéos et ce genre de choses, donc c'était parfait ce visuel-là, et j'ai pas pensé que dans les formats dans lesquels on vous montre des boîtes de jeux, ça allait moins correspondre. Ça dépend des émissions en fait. C'est aussi bête que ça, mais on s'adapte. On s'adapte pas en direct parce qu'on peut pas le faire, mais on s'adaptera pour la prochaine. La présence matérielle du jeu sur la table fait baver Rachel qui est dans le chat. Moi, j'avoue que c'est exactement le genre de jeu auquel j'ai envie de jouer, hein, sur le papier. Je suis moins fan de sa présence visuelle, perso. Le thème, l'auteur, ce qu'on me vend comme histoire, j'ai envie d'y jouer. Et quand je regarde, je me dis, oula, ça a l'air quand même très... il y a peu de... Moi, j'aime bien qu'il y ait des illustrations un petit peu jolies. Là, c'est sec de sec, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. On continue avec... Alors celui-là, il m'a fait super envie. J'en avais pas du tout entendu parler. Peut-être vous, oui, puisque vous avez vu Lucky Duck récemment. Alors, on a eu du teasing dessus sur A Wild Venture. On a eu un petit peu de teasing, mais du teasing simplement. On nous en a pas parlé plus. Ce qu'on a vu aussi, c'est l'enthousiasme de Davy sur les réseaux sociaux, qui a l'air hyper hypé par ce jeu. Guillaume nous a dit j'en dis pas plus, mais il a lâché le nom. Mais en fait, c'est quelque chose qui arrive très vite. Donc pour l'instant, j'avais juste entendu le titre pour l'instant, mais déjà, dès la fin 2025, ça sera disponible. Il y a un line-up de dingue chez Lucky Duck Games. Ils ont eu assez peu de sorties par rapport à d'habitude sur le début d'année. Donc entre nous, ils sont pas forcément ravis en termes de communication. Ça leur pose des problèmes logistiques. Mais l'année s'est passée comme ça et tout arrive sur la fin d'année. Ça fait beaucoup d'informations pour les joueurs, beaucoup de choses à jouer et à découvrir, et en même temps il y a des bons jeux dans la liste, dans le listing. Il y a vraiment même de très très bons jeux. On en a parlé, donc on a fait une matinale avec Guillaume le vendredi dernier qui a fait énormément de vues. Je crois qu'on frôle les 6000 vues là déjà. Merci beaucoup, ça veut dire que vous commencez à vous intéresser et à vous abonner beaucoup à notre chaîne de replay de live, puisqu'on l'a dit, nos replays, les lives sont tous sur la chaîne de replay maintenant.
Ouais, ça c'est une très, très bonne nouvelle. Donc Wild Venture, c'est ouais, moi la couverture, j'adore les illustrations. Je suis très très fan de ce genre de style un peu naïf, un peu bizarre aussi, hein. Il y a un mélange entre c'est mignon mais c'est weird. Quand on zoome sur les sur les personnages, ils sont pas que mignons. C'est pas du Andrew Bosley. Ils sont un peu étranges aussi. Et moi j'aime bien quand quand il y a une petite dissonance voilà, qu'il y a un petit mélange des genres, on va dire. C'est un jeu avec une histoire assez choupie. Là, on est vraiment dans le choupignon, hein, on est à fond. La coupe, on est dans un village et il y a une coupe de la communauté qui est remise à la créature du village qui contribuera le mieux au bien-être du village. C'est-à-dire qu'on va s'affronter, mais on est sympa, hein, en fait. On va s'affronter pour être celui qui fait le plus de trucs bien dans le village pour le village. Et on aura la coupe, c'est un peu le diplôme du meilleur ouvrier de l'année, du mois, quoi, du meilleur employé du mois. Et dans ce monde-là, on va avoir en fait plein, plein, plein de cartes. Et le principe du jeu, et moi, c'est ça qui m'a plu. Et c'est une mécanique qu'on voit un peu plus, hein. J'ai l'impression que ça a un petit côté Moon Colony Bloodbath, mais pas dans le côté dans le côté de destruction par de l'extérieur. Là, ici, c'est en fait, on va construire un moteur. Et le but du jeu, c'est en fait, ces cartes, elles vont rester dans notre moteur un certain temps. Et notre but, c'est qu'elles y restent le moins longtemps possible. Parce que ce qu'on va scorer à la fin, c'est les cartes qui auront été au bout de leur trajet, on va dire. On va poser des cartes devant nous, elles vont faire un moteur, et le plus vite elles vont à la fin de leur vie de carte, on va dire, plus on va les scorer en fin de partie. J'aime bien cette idée mécanique, j'aime même beaucoup. J'aime beaucoup le graphisme, j'aime bien ce que ça raconte. Il y a 108 cartes uniques dans le jeu, toutes uniques. Il y a un plateau d'aventure double face. Il y a, je sais pas, ça a l'air rafraîchissant. Alors, il y a vraiment, quand on regarde moi j'adore les petites images et ce que ça a l'air de raconter. Et j'ai Ouais. l'impression qu'en plus les textes sont assez clairs, c'est pas du très très compliqué. Donc moi j'ai hâte, j'ai vraiment, j'ai vraiment vraiment hâte. Alors attention, hein, j'ai fait la comparaison avec Bloodbath juste sur le côté destruction de moteur, mais dans Bloodbath, on essaye de vous casser votre moteur avant même qu'il soit fait. Moi j'adore, hein, voilà. Là c'est vraiment utiliser votre moteur pour qu'il tourne le plus vite possible, puisque c'est celui qui arrive le plus vite à un certain enfin, vous allez avoir un nombre de tours limité, il faut faire le plus de points. Donc celui qui fait le plus de cartes, en gros, hein, ou les cartes qui rapportent le plus de points dans un temps imparti, qui va gagner la partie. Donc ouais, je suis très très impatiente de jouer à ce jeu. Bon, voilà pour ce jeu. On n'y a pas joué, mais vous avez l'air hypé sur le chat. Vous êtes nombreux à avoir envie de découvrir ce jeu-là. On continue avec un jeu qu'on avait déjà découvert, qu'on avait peut-être mentionné. Je me demande si on n'en avait pas parlé. Ça, vous aurez peut-être une meilleure mémoire que moi sur le chat, parce que nous, on voit tellement de choses en off, en on, qu'on ne sait plus ce qu'on a dit en on. Par contre, vous n'avez pas vu le off. Donc, si on vous en a déjà parlé dans notre émission quand on avait eu la chance de recevoir Musoka Studio, il s'agit de Yami, un jeu qui est signé par Anthony Perron, et également des auteurs qui viennent peut-être de Taïwan, parce que je crois qu'il est à Taïwan, Anthony. Ils sont 3 sur ce jeu. Hiroki Oba, Ryoji Suzuki. C'est toi qui dis le nom des auteurs. J'y vais. Hiroki Oba, Ryoji Suzuki et Hiraku Tezuka. C'était pas trop, il y avait pas trop de notes de son étrange. Et c'est donc oui, ça sort chez Musoka. C'est un peu on en avait vite fait parler parce qu'on avait une couverture. Maintenant, on en sait un tout petit peu plus. C'est un jeu, un monde ouvert. Ça sera le gros jeu de chez Musoka Studio, qui sont plutôt habitués à des tout petits formats. Là, on va avoir un format qui est un peu plus gros, avec un plateau, des polyomino, des cartes, etc. Et en fait, c'est un jeu coop à communication. Est-ce que, enfin, je ne sais pas encore si elle est restreinte, mais c'est quand même un un peu jeu limité. On ne doit pas dire exactement ce qu'on a en main. Exactement. Effectivement, c'est coop, mais il y a un volet jeu de pli. On va jouer ces cartes. Exactement. Mais dans un but précis, parce que devant nous, on a des éléments qui vont être posés. C'est ça. En fait, c'est un jeu de pli et de polyomino en monde ouvert, et on aura 22 missions indépendantes. Le but, c'est d'arriver à la 22e mission et de la terminer. C'est réussir la 22e mission. En fait, c'est comme des puzzles. On peut tout de suite penser forcément à Take Time sur jeu de communication avec des missions à remplir. Ça ressemble pas du tout au niveau de ce qu'on va faire pendant le jeu, puisque là, on a un jeu de pli, un jeu de polyomino. Mais cette idée de chapitres à passer et à franchir en tous ensemble, sans trop se parler, c'est en ce moment, il y a plusieurs jeux qui le proposent.
Et Moi j'ai joué, hein, j'ai trouvé ça assez chouette. Alors c'est toi, un t'as jeu pu dans y lequel tu jouer. as des Moi, j'y ai pas missions, des joué. niveaux qui sont plus ou moins faciles, et ça fait partie des chouettes jeux qu'on a vus chez Musoka et qu'on attend donc avec impatience. Mm, mm, mm. Bon, on a encore plein de Et trucs. Moi, je suis en train de dérouler la liste. À un moment, il faudra peut-être qu'on fasse un. Alors, c'est l'avantage qu'on a dans cette émission. À un moment, on peut breaker, hein, en se disant, oulala, on en a trop, on n'arrivera jamais au bout. mais si, Pour l'instant, tout il va bien. y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Ouais, mais on prend notre temps. On se dit, on n'a que Oui, cette mais rubrique-là, donc on peut prendre un petit peu plus de temps c'est que ça. d'habitude. C'est ça, je me suis dit, allez, moi maintenant j'ai plus de temps, je vais prendre le temps de faire bien les choses comme j'aime. Mais après, bon, on va affiner le tempo aussi. Et là, on a pris un peu de temps au début pour raconter ce qu'on allait faire. Donc, comme Ouais. d'habitude, on s'est fait bouffer un quart d'heure. Donc, moi, je savais qu'on va essayer d'être meilleur là-dessus. Mais donc, Tiangsa, qui est un autre jeu de chez Board and Dice, dont on a parlé tout à l'heure pour tes bails, qui cette fois-ci est de Antonio Petrelli et Daniele Tascini. Et Daniele Tascini, on le connaît très bien puisque c'est l'auteur de Tilletum et de Tzolk'in. Donc, moi, j'adore, bien sûr. Celui-là, il se trouve que je vais avoir la possibilité d'y jouer très, très rapidement. Donc, je vous en dirai peut-être plus quand j'en saurai plus. Je n'ai pas encore pu y jouer. Mais il va être localisé en français. Et j'ai oublié de marquer par qui parce que c'est idiot. J'ai mis sera localisé en français par Pixie Game. Je rajoute l'information importante de ça. Donc ça, c'est pour 2026. On est dans la période des royaumes combattants. C'est une période qui est hyper utilisée dans les jeux de société sur le thème de la Chine. Hein. C'est cette période où tous les royaumes, les différents royaumes chinois se sont beaucoup battus entre eux afin de s'unifier et qu'à la fin, un des royaumes, Qin, a unifié tous les royaumes en un seul grand royaume, la Chine. C'était entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Et dans celui-ci, eh bien, on joue le rôle de chef de famille noble qui veulent gagner du prestige et les faveurs des puissants. On est dans quelque chose de classique. On va installer des gouverneurs dans des régions, on va renforcer le pouvoir de maisons dirigeantes rivales pour gagner des faveurs, on va vendre des marchandises à des navires marchands qui naviguent sur les côtes. On est sur du gros jeu de gestion habituel. Il ne faut pas non plus oublier quand même qu'on a des guerriers nomades qui constituent une menace aux frontières de nos royaumes et donc contre lesquels il va falloir qu'on se batte. On va construire des murs, on va devoir affaiblir les envahisseurs. Et à la fin du jeu, c'est celui qui est le meilleur gouverneur, politicien, etc., qui gagne la partie. On en saura plus quand on y aura joué. Moi j'aime bien, hein, c'est comme Thèbes, hein, c'est thème historique. Ah bah, oui. Allons-y, quoi. Faites-moi jouer. C'est des thèmes qui nous tentent toujours. Donc ça, c'est des jeux où on est sûr que ça va arriver en version française. Après, il y en a d'autres jeux, mais on ne va pas se limiter, nous, sur la version française. Et de moins en moins, je pense, dans nos émissions, on ne va pas se limiter non plus sur le fait de critiquer, d'annoncer, de présenter des jeux en version étrangère, parce que vous êtes très nombreux aussi à jouer aux jeux en version étrangère. Il n'y a pas de raison qu'on se prive. Il y a une époque, d'ailleurs, on jouait quasiment qu'à des jeux en version étrangère. Il y avait beaucoup moins de production en France. Tous ces jeux qu'on a connus de Rainer Knizia, qu'on récupérait en version allemande et qu'on essayait de traduire à la volée avec les copains. C'était une chouette période du monde du jeu. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que quand on achète des boîtes d'occasion, on retrouve toujours. Moi, j'ai souvent des boîtes d'occasion allemandes ou anglaises avec des traductions maison d'autocollants en français à l'intérieur parce que les jeux étaient rarement, pas forcément traduits tous. Et donc, oui, c'est les vrais passionnés se renseignent. Enfin, je ne dis pas qu'il y a des vrais et des faux passionnés, mais les passionnés un peu forcenés comme nous se renseignent, vont jouer au jeu. Déjà, ils ont trop hâte, ils achètent en version originale. Donc, oui, il ne faut pas s'empêcher. Là, du coup, on passe aux annonces dans le monde qui, normalement, devront être annoncées aussi en français. Je serais très étonnée que cette première annonce-là ne soit pas annoncée en français par un éditeur canard incessamment sous peu. Tu sais, ça change, hein, le monde du jeu. Il y a des choses, il y a aussi des parfois arbitrages en termes de vente, de comment ça fonctionne. Les éditeurs changent parfois leur ligne. Je ne sais pas comment ça se vend tous les jeux de Ryan Locat, puisqu'on va vous parler d'un nouveau jeu de Ryan Locat publié en version originale par Red Raven Games, qui est la maison d'édition de Ryan Locat. Alors c'est des jeux avec beaucoup de scénarios, beaucoup d'illustrations, des projets fleuves en général, et en France c'est Lucky Duck Games qui jusqu'à présent les a toujours fait. J'ai aucune info, hein. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils vont plus les faire, pas du tout, mais je ne sais pas si on n'est pas à l'abri qu'un jour ce genre de jeu soit plus adapté. Est-ce que ça marche en France? Ça c'est une vraie question. C'est mitigé.
C'est des jeux qui marchent très très bien aux États-Unis parce que les Américains, ils sont très friands de jeux narratifs et ils ont alors pas forcément à figurines d'ailleurs, hein, mais de jeux à narration. Et en France, bizarrement, beaucoup moins. Donc il y a des aficionados. Moi, je suis une très très grande fan des jeux de Ryan Lockhart et je dirais même qu'en matière de narration, c'est sans doute dans mes jeux favoris. J'ai adoré la deuxième version Distant Skies de Sleeping Gods. Là, c'est encore différent. C'est une autre histoire. Ils ont annoncé donc Song of Silverhand qui viendra sur GameFound fin 2025 et qui sera dispo pour 2027. Donc là, on vous parle de choses, c'est pas pour tout de suite, mais l'histoire n'est plus du tout dans l'univers de Sleeping Gods. On va incarner le fils d'un souffleur de verre. Et on travaille à l'usine un matin et notre père est arrêté par le chef le royaume, le roi, enfin quelqu'un. Voilà. Et il est arrêté et il a une rançon, il y a une somme qu'il faut payer pour le libérer, mais on n'a pas les sous pour ça. Et on va partir à l'aventure et aller chercher de l'aide auprès du dragon. Donc on part en quête complètement, un être divin qui parfois accorde des aides particulières aux aventuriers qui viennent le voir. Et donc on est sur sur un énorme jeu avec un système de narration et de mots-clés qui ressemble à Sleeping Gods, avec des choix de partout, avec des ramifications dans tous les sens. On va explorer un énorme livre qui va composer non seulement des régions, mais également, on le voit, des donjons. Et ça, c'est un petit peu nouveau dans ce jeu. Et il y a un nouveau système de combat. C'est souvent ce qui est critiqué dans les jeux de Ryan Lockhart, c'est que parfois la narration est meilleure que ses systèmes de jeu. Donc, il réexplore à chaque fois son système de combat pour l'améliorer. Je trouve que dans Distant Skies, le dernier, c'était vraiment le meilleur système de combat jusqu'à maintenant. Là, il va y avoir un peu de stop ou encore. Pourquoi pas? Moi, je suis toujours curieuse parce que je trouve qu'au niveau narratif, il ne faut pas oublier un truc. Ryan Lockhart, c'est assez admirable. Non seulement il écrit, quand il fait des gameplays, mais en plus, il écrit, tous ces jeux sont écrits par lui et il fait toutes ses illustrations. C'est un illustrateur-auteur. Il fait aussi les musiques de ces jeux qu'on peut trouver en ligne. C'est lui qui les édite. Et ça fait pas non plus travail d'amateur, c'est-à-dire qu'il est bon dans un peu tout. Disons que c'est un peu dans le gameplay que des fois il est un peu plus fragile, mais dans la partie narrative, il est très 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 fort. C'est quelqu'un qui aime bien raconter des histoires, et donc moi je suis toujours hyper preneuse de ces jeux à Ryan Lockhart. Donc moi je suis hypée de fou, hein. Voilà, je vous partage mon amour. On va faire un petit tour du côté de Brass. Alors celui-ci, on en a pas mal entendu parler sur les réseaux sociaux parce que Brass, c'est un des gros sujets, un des gros jeux qui attire les joueurs de jeux experts. Et il y avait déjà 2 versions. Pendant très longtemps, il n'y en avait qu'une de ce jeu de Martin Wallace. Il y a une deuxième version qui est sortie, je ne sais plus laquelle c'est la deuxième. Je crois que la première c'est le Birmingham. Et l'autre c'est Brass. Il y a le Lancaster, c'est ça la deuxième? Oui, c'est ça, je crois. Puis là, un Pittsburgh qui arrive. Pittsburgh, ouais. Donc ça, effectivement, tu l'as dit, j'en ai parlé surtout parce que ça a été une espèce d'une explosion sur les réseaux sociaux quand ça a été annoncé, parce que pour beaucoup de gens, Brass a été longtemps à truster le sommet du Board Game Geek, de la liste des meilleurs jeux de Board Game Geek. C'est un jeu qui est extrêmement apprécié. Ah oui, Lancashire. Oui. Alors Lancashire, le premier, on nous corrige sur le chat parce que vraiment nos informations sont partielles, mais en même temps on fait voilà, c'est 2 têtes. Lancashire, le premier, Birmingham, le deuxième, Pittsburgh, le troisième. La force de Brass, ça réside dans le fait que c'est un jeu en fait de réseau et de gestion de ressources, et vous allez transporter vos ressources par le réseau et essayer de faire plein d'argent. C'est un jeu qui est très très profond avec des règles assez simple, et je pense que c'est là que son succès réside. C'est très sérieux, très profond. C'est pas un jeu léger, familial. C'est pas fun, mais la mécanique s'apprend très vite et le jeu est absolument accessible. Et je pense que c'est la force de Brass, pour moi. Privilégier des joueurs qui vous l'expliquent
tranquillement. C'est très important sur ce genre de jeux qui, comme tu le dis, ne sont pas si complexes que ça. Ils peuvent devenir complexes s'ils sont mal expliqués. Et vous décidez, parce que moi, la première partie que j'ai faite de Brass, j'avais rien compris, ça a été expliqué beaucoup trop vite. Et vraiment, j'ai souffert pendant la partie parce que j'arrivais pas à garder les mécaniques en tête, tout simplement, pour faire les bons moves. Bon, ça n'a aucun intérêt, cette anecdote, si ce n'est que on est dans ce type de jeu-là, quand même, qui sont pas très simples, qui sont pas très... oui, ils sont profonds, donc il y a besoin de bien avoir le fonctionnement en tête. C'est pas si complexe, mais la qualité de l'explication joue pour beaucoup dans le plaisir que vous aurez. Là, on est fin du 19e siècle, l'âge d'or américain, et on va pouvoir incarner Cornelius Vanderbilt, Andrew Carnegie, Rockefeller ou Henry Frick. Et ça, c'est bon, c'est assez. Enfin voilà, ça donne toujours envie. Moi, j'adore Brass. Brass, c'est un de mes jeux favoris, ça c'est sûr. Et donc, on est toujours curieux. Après, je me pose toujours la question de pourquoi j'allais chercher un autre Brass puisque j'ai Brass. Mais bon, c'est le plaisir. C'est comme quand on va chercher un autre aventurier du rail parce qu'on a envie de renouveler le plaisir et d'avoir une autre carte. Moi, j'aime bien. Rockefeller. Ouais, je l'ai dit n'importe quoi. Merci. Alors moi, oui, sur la prononciation, je suis désolé. On nous corrige sur le chat. Sur la prononciation de toutes les stars qui charbonnent. Je ne vais pas m'attarder à dire la bonne prononciation parce que j'y arriverai pas. Non, mais j'ai ma langue qui a fourché en le disant. Ça, c'est au Canada, puisque c'est l'éditeur Roxley qui s'occupe de cette édition. C'est pas l'éditeur d'origine, mais effectivement, c'est lui qui a fait la dernière version qui s'est tellement arraché. On continue, on enchaîne. Tembo. Là, je vais aller plus vite. On est en Norvège et c'est l'éditeur Sidekick Games qui nous avait offert récemment Aqua et Yutan, tout récemment, qui vient d'annoncer Tembo et de plusieurs auteurs. Je ne vais pas lire tous les noms parce que c'est un peu dangereux, mais parce là pour le coup ils sont pas faciles à prononcer. Mais il y a 2 auteurs qui sont les auteurs de Hit à l'intérieur, donc je le précise parce que moi Hit c'est un jeu que j'aime beaucoup. Donc toujours illustré par Vincent Dutray, comme les 2 premiers jeux de chez Sidekick, et très jolie illustration d'ailleurs. Le thème hyper mignon. Un petit peu flippant de tristesse, dans le sens où on dirige un troupeau d'éléphants dans un voyage passionnant de survie à travers la savane. Et donc, en gros, c'est un jeu coopératif où on va devoir guider des éléphants sur leur trajet. Et il faut arriver à les emmener au bout de leur voyage. Sinon, eh bien, s'ils meurent de faim, de soif ou de lion, eh ben, on a perdu. Voilà. Moi, j'adore les éléphants. Donc, il y a un petit truc un peu waouh. Moi, j'aime bien les jeux coop où on me met un enjeu de non, mais c'est horrible si on n'y arrive pas. Vous voyez, cette phrase. c'est trop mignon, mais faut gagner, quoi. Parce que sinon, c'est voilà. Donc, c'est un puzzle multicouche qu'on va essayer de résoudre parce que en fait, on va diriger le troupeau autour de la table avec des cartes et ces cartes seront orientées selon notre position autour de la table. Donc, il faut qu'on arrive à diriger correctement. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont peur de ne pas gagner ce jeu à part moi? On nous dit que c'est l'anagramme de Tombe, le titre du jeu. C'est vrai. Et là, bien sûr, on va se mettre le cimetière des éléphants de Eddie Mitchell en bande-son quand on jouera à ce jeu nécessairement en boucle pour qu'on soit bien énervé. C'est ça. Non, mais j'ai trouvé que c'était... Non, mais c'est bien, il faut des thèmes forts comme ça. Ouais. Il y a Simba qui surveille. Rigolo. C'est vrai. On part rapidement au Brésil. Toujours avec un illustrateur majeur du monde du jeu de société, puisque c'est Weberson Santiago cette fois-ci qui a illustré le jeu Orchestra, donc une illustration. On voit d'un coup d'œil que c'est Weberson Santiago. Il a son style bien à lui qu'on reconnaît. Il est toujours un peu pareil aussi. Hein. C'est vrai que là, je reconnais ses couleurs. Ouais, je suis un peu faible. C'est-à-dire que quand je vois une couverture de Weberson Santiago, je regarde même pas le jeu ou quoi. Je me dis j'en parle parce qu'il faut qu'on puisse montrer cette couverture, hein. Donc si ça se trouve le jeu est pas bien du tout ou je sais pas qui c'est. Donc c'est Board Game Bureau, un éditeur brésilien et c'est un jeu de Rogério Lourenço et c'est un gros jeu. Alors ça par contre je suis tombée dessus parce que j'ai cliqué sur la couverture, hein, clairement. Mais quand on regarde à quoi va ressembler le jeu sur la table, on est sur du assez costaud. On va diriger des académies de musique rivales qui vont former des musiciens et pour élever le prestige de leur institution. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir à la fois
du placement d'ouvriers, etc. Mais il y aura aussi de l'arbre de compétences, c'est-à-dire c'est ces jeux où on améliore nos meeples, on améliore nos musiciens, comme on a pu un peu l'avoir dans Royal Society of Archaeology ou juste avant Darwin's Journey. Moi, c'est une mécanique que j'aime beaucoup. Et donc là, on va améliorer ces musiciens pour élever le prestige de notre orchestre et faire des. Et on voit le plateau de jeu, c'est une salle d'orchestre avec carrément les trucs du public, enfin l'endroit où le public s'assoit, les gradins. Ça va jouer aussi sur j'imagine, sur des représentations. Donc ça, c'est assez tentant quand même à jouer. Pareil. Le thème est sympa. Après, j'espère que ça sera chouette. Les jeux sur la musique, moi, ça me tente bien. Il y en a quelques-uns en ce moment. Voilà, pour ce jeu-là. Un jeu officiel du Spiel. C'est ça que tu as trouvé ? Oui. Alors, il faut savoir que le Spiel, tous les ans, ils sortent... enfin, pas tous les ans, mais ils sortent le 6000 board game. Si, sans que c'est quasiment tous les ans maintenant. Ouais. Et parfois, il y a eu des jeux sur le Spiel. Et là, ils sortent un jeu officiel sur SN, The Official Game of Spiel SN, qui s'appelle Fair Enough. Et moi, je veux ce jeu à tout prix, puisque ce jeu, c'est l'histoire de ma vie. C'est Mips, qui est un personnage dans le jeu. Mips, il s'appelle Mips, comme Meeple, mais plus court. Mips a fait une longue liste de ce qu'il veut collecter dans la foire. Et le temps passe vite et on va pas pouvoir, si on sécurise pas tous les jeux et toutes les collections et tous les objets qu'on veut ramener, eh bien on ne ramènera juste rien. C'est calculer votre risque. Alors je pense qu'il va y avoir une partie stop ou encore, mais voilà, c'est un jeu dans lequel on est au Spiel, on va aller chercher des autographes, on va aller chercher des jeux, on va aller chercher des goodies, on va aller chercher des dés, on va aller chercher, voilà, et on doit sortir le plus rapidement. C'est un jeu de Friedman Freeze. Moi, je suis fan de Friedman Freeze à cause d'une chose, c'est que tous ces jeux, il y a toujours, quel qu'il soit, une idée mécanique complètement originale et complètement personnelle. Je repense récemment à Filet Fish, où il revisite le jeu de pli, mais de façon avec du deck building à l'intérieur, presque. Je trouve ça brillant. Et à chaque fois, quel que soit le jeu, peu importe qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a une vraie idée mécanique différente. Donc, du coup, on se dit, mais est-ce qu'il aurait pu faire ça dans Fair Enough ? Moi, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Alors ça a les avantages et les inconvénients de l'exercice de style, c'est-à-dire que parfois on se passe très vite de ces jeux. Il y en a quelques-uns qui sont vraiment à fait dispensables, mais c'est toujours rigolo de le découvrir en disant « Ah bah t'as fait ça, bah oui, c'est très, très marrant ». Le plus dingue, le 504 nous cite Tisseur de rêves, c'est celui dans lequel il y avait un livret dans lequel vous pouviez tourner les pages pour créer des règles différentes à chaque fois, et en vrai c'était complètement exercice de style. Pas hyper intéressant à jouer, c'était à chaque jeu qu'on sortait était plutôt moins intéressant qu'un vrai jeu qui existait à côté, mais l'exercice de style était dingue et ça correspond bien à l'auteur. Après il y a de vrais bijoux mécaniques chez Friedman Freeze, il ose des choses qui sont parfois très très intéressantes et qu'on garde précieusement. Je pense notamment à celui que j'ai derrière moi ou pas, je sais pas où je l'ai mis avec. Ah bah non, je l'ai prêté à quelqu'un. Ah non, si, je l'ai récupéré. Fabulosa Fructus, qui est pour moi exceptionnel, ou Filet Fish effectivement qui est recité dans le chat. Mais j'adore. Enfin, c'est génial en termes. T'as envie de continuer. C'est marrant parce qu'il arrive à faire que ces jeux, on ait envie de les continuer au-delà de ce qu'on on est un peu lassé, mais on continue quand même parce que la mécanique, elle est pas si incroyable. La mécanique en elle-même, c'est le fait qu'on découvre des cartes au fur et à mesure qui fait que on va avoir envie de continuer. On pourrait faire une émission spéciale sur Friedman Freeze. Ah ouais, je suis assez d'accord, il y a de quoi faire. Et c'est des jeux qui sont toujours bien sûr avec une couverture verte, un titre avec un F. Il a réussi à le faire pour... Je pense qu'il y a même un côté clin d'œil parce que le jeu de Friedman Freeze sur le Spiel, c'est toujours aussi un événement. Donc c'est assez rigolo d'avoir fait un jeu officiel, Friedman Freeze, c'est-à-dire vert avec la lettre F. Il y a même sa tête sur la couverture, comme dit Barik dans le chat, qui dit il a osé mettre sa tête, mais en même temps il est osé comme garçon. Et c'est vrai, on voit son visage sur la couverture. Mais voilà, ça c'est vraiment le genre de bonbon que j'ai hâte d'avoir sous la main. On continue, alors là je suis passé très très vite dessus, mais c'est juste pour vous signaler que j'ai vu passer une version Deluxe de Art Society disponible en financement participatif, donc faites gaffe au financement participatif, surtout en ce moment on ne sait jamais trop quels seront les frais de port, est-ce qu'il y aura des problèmes de douane. Alors normalement là non, parce qu'on reste d'Europe à l'Europe, on aura donc l'occasion de
Sauf que les jeux sont fabriqués en Chine, souvent. Mais bon, on aura l'occasion de récupérer cette version de luxe si vous adorez Art Society, avec une petite extension en plus. Il faudra mettre un peu d'argent nécessairement, je crois compter une centaine d'euros. Il y a des prix qui sont donnés, 79 € pour la version de luxe du jeu, avec l'extension, plus les frais de port, donc je pense qu'il faut compter une centaine d'euros quand on part sur ce type de produit, mais là, on parle aux collectionneurs, ceux qui veulent garder une boîte un peu luxueuse chez eux. Autre financement participatif. Tu voulais dire quelque chose peut-être sur... Non, pas du tout. Là, autre financement participatif, c'est Ludo Maublanc qui hochait les pouces, les hauts cris en voyant ça en disant « Mais quelle horreur, mais arrêtez avec ça !» J'ai vu rejouer Ludo hier ou avant-hier à Samouraï avec l'équipe de la boîte de jeu qui est venue. Ils ont fait une petite soirée où ils sont sortis ce classique de Rainer Knizia, et là il y a une nouvelle version de Samouraï qui arrive également en financement participatif, je crois que c'est sur Kickstarter, qui s'appelle Anami. Qui vous veut du bien, non, mais... donc, a priori. Et, il a raison, Ludo. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait du papier toilette. Voilà, c'est ça. Je l'ai dit, Ludo. Voilà, c'est rose. Sachant que c'est un jeu qui est un peu à la Rebirth, un jeu dans lequel on est dans cette catégorie de jeux de Rainer Knizia, dans lequel vous allez essayer d'occuper l'espace et puis bien de vous situer en fonction de ce qu'il y a sur le territoire. Bon, voilà. Est-ce que c'est une version qui est heureuse? Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un bon jeu, Samouraï, à la base. Samouraï, c'est fabuleux. Samouraï, c'est un excellent jeu qui avait un super thème, qui avait un super visuel, old school. Mais là, c'est vraiment... Quand on vous dit que des fois, il y a des jeux qui ressortent et qu'on les adoucit dans leur thème pour que ça choque plus personne, on est typiquement là-dedans. Mais là, il y a un moment, faut arrêter la dose d'adoucissant, quoi. J'ai l'impression de voir une pub pour de la lessive, effectivement. Enfin, ou un rafraîchisseur, un Fébreze de toilette, quoi. Pardon, je cite des marques. Mais c'est chaud, quoi. Ça me rappelle un petit peu ce qui s'était passé avec Waterfall Park, où on part de Chinatown et on arrive à Waterfall Park, on fait bon, mais là, non, il a raison, Ludo, je prends le relais. Mais on termine avec un petit Wyrmspan. Excellent. Oui, Wyrmspan Academy. Toute petite news, Wyrmspan, qui est un jeu que j'ai adoré moi l'année dernière, qui vraiment, si vous avez... moi, j'avais pas aimé particulièrement Wingspan, et je trouve que Wyrmspan, c'est la version réussie de Wingspan. Mais bon, après, chacun ses goûts. C'est marrant parce que tu m'as dit ça, tu m'as dit vas-y, joue à Wyrmspan, tu verras, c'est pas pareil. Et moi, j'ai eu exactement les mêmes sensations que sur Wingspan. Je me suis ennuyé à mourir sur tous les jeux de cette gamme. Et en fait, c'est un jeu qui amène un peu de gestion de cartes. On est dans une catégorie pas si éloignée finalement d'un Terraforming Mars. Tu sais, tu vas récupérer des cartes, essayer de les gérer avec leurs petits pouvoirs qui vont te déclencher des trucs et des scorings meilleurs. Mais je trouve que stratégiquement, je m'ennuie un peu. C'est-à-dire que j'ai peu de moments où je me dis je vais tenter ça. En fait, je fais ce que je peux par rapport aux cartes qui arrivent. Et alors, c'est pas une critique du jeu parce qu'il a un succès dingue, ce jeu-là. Mais pour moi, je prends pas mon pied dans la partie, j'ai pas plus pris mon pied sur celui-ci, mais toi si. Ah ouais, moi j'ai adoré Wyrmspan, Marjorie aussi d'ailleurs, enfin ça fait partie de ces jeux où moi, en plus tout est simultané, donc on n'attend pas le tour des autres, ça se joue vite, moi j'aime bien ce genre de jeu où c'est très condensé, alors peut-être ça manque un petit peu d'interaction dans mon souvenir, mais le jeu est quand même vraiment très très chouette. Et moi, j'avais pas aimé Wingspan, mais j'aime bien cette gestion de cartes, justement. J'aime bien ce côté puzzle, ce côté je dois savoir dans quel ordre je joue, etc. C'est ça que j'aime pas, moi. Ce que j'aime pas, moi, c'est le fait que, à mon tour de jeu, j'ai l'impression, c'est un truc que j'aime pas dans les jeux de manière générale, ça. J'ai l'impression d'avoir toujours un choix évident. Tu sais, qu'entre 3 cartes, je me dis, celle-ci est bien meilleure pour moi. Mais je vais quand même faire semblant de réfléchir parce que j'ai envie, mais en fait, celle-ci est bien meilleure pour moi. Bon, je prends celle-ci. Et j'ai l'impression de pas jouer. Tu sais que le jeu m'impose le meilleur choix. Faudrait que je rejoue en pensant à ça pour voir si tu as raison. Moi, j'avais pas ressenti le fait que j'avais ça. J'avais l'impression que j'avais quand même des choix et des sacrifices à faire. Mais peut-être que je me suis fait avoir. Parce que ça, c'est l'illusion du choix. Donc, des fois, on est pris dans l'illusion ou pas. Mais en tout cas, il y a une extension qui sort en VO en 2025. On verra si ça nous arrive jusqu'à nous. Et ça sera... c'est une petite extension qui rajoute, on le devine, un Dragon Academy. On va pouvoir élever des dragons à première vue. Donc voilà, il y a des gens qui sont contents dans le chat d'avoir des extensions pour Wyrmspan. Je m'adresse à vous.
Et voilà, on a fait le tour. Il y avait quand même pas mal de trucs, hein. Il y avait pas mal Encore de une trucs, fois. on a débordé un petit peu. Alors, on reçoit du monde aujourd'hui. Nous, c'est notre limite. Hein, c'est qu'au chalet, souvent, on a des éditeurs. Donc, parfois, ils sont déjà présents et il faut vite aller tourner derrière. Là, ça va, on les reçoit, mais ils n'arrivent pas dans la minute. Donc, j'ai un peu de montage à faire derrière quand même. On essaye de faire tenir les matinales jusque 9h, mais des fois, ça déborde un tout petit peu quand même. On va terminer, mais alors rapidement, par des petits conseils sur d'autres choses. On va trier un peu ce qu'on a. choisi. Je te promets, je serai rapide. Pas plus d'1 minute pour chaque. Ouh là 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 là. J'ai peur. C'est problématique avec moi, hein. Je sais. Hein. Promis, la non, mais prochaine c'est fois, juste qu'après, il faut qu'on choisisse ce dont on parle, parce que forcément, on a envie d'y passer des heures, naturellement. Non, mais là, tu vois, c'est la minute culturelle, c'est la fin de nos émissions. On termine tous les jours maintenant en vous parlant d'autre chose que de jeux de société, parce qu'on ne fait pas que du jeu de société dans la vie. Est-ce que nos avis sont pertinents sur tous ces sujets-là? On s'en fout. On a simplement envie de parler d'autre chose. La pertinence, c'est le conseil, c'est l'échange, c'est du même ordre. Enfin, c'est ce que j'adore, moi. C'est quand, bien sûr, j'ai envie de regarder les notes des jeux de société, les notes sur Allociné des meilleurs films ou sur BDGS des bandes dessinées, mais rien ne vaut le conseil d'un copain qui vous dit moi j'ai lu ça, j'ai joué à ça, j'ai regardé ce film, jette un petit coup d'œil parce que toi ça devrait te plaire. C'est ce qu'on fait maintenant à la fin de la plupart de nos émissions. Et tu nous conseilles une bande dessinée, Pénélope? Ouais, moi qui disais je vais parler... La BD s'était arrêtée avec avec Astérix. Tout à fait. La BD s'est arrêtée avec Astérix. Non, la BD s'est arrêtée quand même plus tard avec 2 Cap et 2 Crocs, mais la BD s'est arrêtée. Non, moi, j'essaye toujours de trouver des BD que j'aime. Et même des mangas, mais moi les mangas j'en avais un peu marre dernièrement parce que les mangas c'est quand même toujours un tout petit peu la même chose, c'est toujours l'histoire de quelqu'un qui doit non mais faut le dire, hein, même quel que soit. Pas du tout. Mais si, quel que soit le manga, c'est toujours la même chose. Mais oui, moi j'en ai lu énormément des mangas, mais c'est toujours l'histoire de quelqu'un de très sympa qui se retrouve confronté à des difficultés, qui doit les surmonter pour s'améliorer. C'est un genre de manga, et c'est peut-être là où tu as raison, c'est peut-être celui qui arrive le plus facilement en devanture de librairie. Même quand t'es pas tout à fait là-dedans, les histoires quand même sont pas très éloignées. Enfin, il y en a beaucoup maintenant qui se varient. Et c'est vrai que les styles se diversifient. C'est un nom d'ailleurs, mais je l'ai pas en tête. Hein. Tu sais, ce shonen, genre de manga dans lequel tu suis un héros qui évolue, il y a un nom spécifique qui est associé à ce style-là. Les spécialistes seront mieux que moi parce que les termes japonais, je les ai pas, je suis désolé. Mais par contre, il y a shonen, c'est ça? Ouais, shonen. Mais il y a plein d'autres choses, évidemment. Les shonen. Oui, bien sûr. Donc moi, j'ai fait une petite découverte qui est plutôt... Et quand je fais des découvertes, c'est toujours avec un temps de retard. Parce que à part dans le jeu de société où je suis plutôt en avance, tout le reste, je suis en retard. Ça s'appelle Hirayasumi. Ça existe depuis 2023. C'est l'histoire de Hiroto Ikuta, qui est le petit personnage de droite sur la couverture, qui a 30 ans et qui a reçu en héritage et c'est hyper mignon la relation qu'ils ont... qui a reçu en héritage d'une vieille dame dont il a fait la connaissance une petite maison, et il invite sa cousine qui a 10 ans de moins que lui à venir vivre avec lui dans cette maison, et c'est leur vie à tous les deux à Tokyo. Lui est un personnage beaucoup trop gentil, beaucoup trop sympa, et elle veut devenir dessinatrice de manga et a plus de difficultés, on va dire, dans l'existence. Et elle est un peu plus caractérielle. Et c'est leur relation, c'est la relation à Tokyo. Les images sont, en fait, je crois que c'est surtout ça qui m'a plu. C'est d'une poésie et d'une douceur et ça fait vraiment partie de ces BD où quand on les lit, on se dit oh, mais j'ai envie d'être à l'intérieur, j'ai envie d'être dans ce Tokyo, j'ai envie d'être dans ces images, j'ai envie de manger avec ces gens-là. Ils bouffent tout le temps, bien sûr, hein, parce que ça aussi, c'est dans tous les mangas japonais, ça mange. Mais là, la propriétaire de la petite maison était cuisinière. On sent que ça va avoir une importance assez forte. Toutes les relations sont bien vues, en fait. Moi, des fois, je reproche des relations un peu artificielles dans les histoires, dans les mangas, dans les bandes dessinées. C'est pas toujours naturel. Et là, je trouve que leur relation, elle est humaine et on peut s'identifier et on peut se retrouver dans les relations entre les jeunes, les vieux, les cousins, cousines, les histoires d'amour. Et c'est extrêmement doux. Ça fait du bien, vraiment. Voilà, je l'ai lu d'une traite, ça m'a plu, je vais acheter la suite. Voilà, c'était le conseil manga de Pénélope. Tu veux nous conseiller un jeu vidéo aussi? Ouais, et donc je vais aller à l'inverse total de la douceur. Là pareil, j'ai un petit train de retard, mais assez gros, je crois. Hein. Le jeu date de 2022, si je dis pas de bêtises, ou peut-être un peu plus récent.
Mais ça aussi très récent, dit Barrick. Ouais, mais bon, on s'en fout. Moi, je suis là pour vous parler de quelque chose que j'ai adoré pendant les vacances. Je me suis usé les yeux dessus. J'y ai joué en boucle sur mon Steam Deck. Meilleur achat du monde, le Steam Deck. Je fais de la pub. mais du coup, je rattrape tout un retard de jeux vidéo. Je parlerai sans doute de choses plus récentes dans les semaines à venir. Mais vraiment, pour ceux qui sont passés à côté de... Moi, en fait, pourquoi je ne jouais pas à Vampire Survivors? Et je m'adresse à vous qui ne voulez pas y jouer, c'est que quand je voyais cette image, je me disais, c'est hideux. Qui a envie de jouer à ça? Je comprends rien à ce que je regarde. C'est le bordel. Et j'ai essayé le jeu en me disant, bon, je vais essayer vite fait pour voir si c'est bien. Et c'est hyper addictif. En fait, c'est un système de roguelite. Vous allez faire des niveaux où vous devez tenir le plus longtemps possible. Et en fait, la particularité du jeu, c'est que votre personnage, il tire automatiquement. Vous n'appuyez pas sur un bouton de façon effrénée pour tirer des projectiles. Les projectiles, ils sont tirés de votre personnage de façon automatique. Par contre, vous allez récupérer des gemmes bleues qu'on voit là à l'écran. Ça va vous faire prendre des niveaux. Et à chaque fois que vous passez un niveau, vous choisissez comment vous allez faire évoluer votre personnage. Donc, c'est du building, en fait. Vous allez choisir quelle arme, quelle défense, etc. Et votre but, c'est de tenir le plus longtemps possible. Et il y a quelque chose, on oublie souvent de le dire, mais dans les jeux vidéo, peu importe le thème, peu importe le graphisme, peu importe tout, ce qui compte, c'est la sensualité et le gameplay. Cette espèce de rapport qu'on a à la manette de est-ce que c'est fluide, est-ce que ça l'est pas, est-ce que c'est jouissif, est-ce que ça l'est pas. Et ce jeu, mais c'est hyper addictif. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on tue quelques monstres et à la fin, on tue des brassées et des tonnes de monstres par pelle. Ça explose dans toutes les directions. On a l'impression d'être surpuissant et en même temps, il y a cette bizarrerie où on a l'impression d'être surpuissant et en même temps, on est de plus en plus serré dans l'image et on a l'impression qu'on va de plus en plus mourir et on finit toujours par mourir d'ailleurs en général. Sinon, c'est que vous ne dormez plus. Et j'ai adoré. Et en fait, vous allez gagner des nouveaux personnages, des nouveaux niveaux, des nouveaux mondes, vous allez XP, vous allez trouver des trésors, vous allez faire plein de choses. C'est super. Je le conseille et ça coûte plus très cher puisque c'est un peu vieux, donc c'est ma reco. Et toute la partie sonore aussi du jeu est hyper soignée, donc c'est un tower defense mobile. Non. Et ça se joue sur... je crois pas que vous pouvez l'avoir sur téléphone mobile. Hein, ça vous l'aurez sur les consoles et sur Steam. Voilà pour les conseils, ouais. Mais il faut prendre... Là, tu conseilles d'avoir le Stream Deck pour aller avec. Le Steam Deck, pardon. C'est génial sur Steam Deck parce que vraiment, il y a ce côté console dans son lit, dans son fauteuil, ouais. Où là, moi, j'avais l'impression de jouer à ma Game Boy, quoi, comme quand j'étais... Il y a Tisseur de rêve qui participe à Canard PC, qui est dans le chat, qui dit c'est aussi addictif que couillon ce jeu, c'est une drogue dure. Et il précise que c'est assez unique, et c'est vrai que c'est assez unique. Alors il y a un nouveau jeu maintenant qui est sorti qui reprend le même système, mais c'est vraiment, essayez-le parce que c'est pas comparable à quelque chose avec lequel vous avez joué avant. Bon, moi je vous parlerai aussi un peu 5 de euros. 5 euros. 5 euros, ça va. Je vous parlerai aussi un peu de jeux vidéo à l'avenir. On va peut-être pas faire durer trop longtemps. Allez, fais-le, on prend 2 minutes. Comment ? Tu veux pas. Moi, j'ai l'impression d'avoir pris toute la place, là. Oui, alors pardon, le son a un peu coupé chez moi, donc j'ai pas tout entendu de ce que tu as dit. C'est l'ordinateur qui rame un peu, qui fige un peu. Qu'est-ce qui se passe ? Tu veux pas parler de ton jeu ? Si, alors moi j'ai joué à la Switch 2, donc je pourrais vous en parler, mais je garderai ça pour une prochaine émission éventuellement. Je joue pas énormément, très peu, donc j'ai l'occasion. Vaut mieux que je fasse des bons jeux, parce que comme j'ai très très peu de temps, malheureusement, pour l'instant, j'espère que ça va se corriger, mais j'ai pas le temps de faire plein de choses. Mon bon achat, c'est l'iPad. Ça fait 5 ans que je dois m'acheter un iPad pour dessiner, et du coup, j'ai voulu tester des jeux dessus. J'ai cherché, si vous avez des conseils, c'est plutôt un appel que je vais faire, si vous avez des conseils de jeux qui fonctionnent bien sur iPad, vu que j'en avais pas avant, je n'avais pas l'occasion de tellement explorer ce domaine du jeu de société. Et là, je suis mitigé parce que j'en ai trouvé un qui me plaît bien à la base, mais en fait, les modèles de jeu sur ce genre de plateforme sont basés sur, tu sais, le fait de devoir réacheter des trucs en permanence, et avec des fonctionnements qui ne me plaisent pas, c'est-à-dire qu'il faut remettre de l'argent en permanence. Donc là, j'ai testé le jeu qui s'appelle Mushroom Wars. Est-ce qu'il y est sur mon visuel ? Attendez, je regarde, parce que j'ai perdu ma fenêtre pendant ce temps-là. Elle est où ? Tu l'as, toi ? Oui. Ouais, je l'ai, moi, je le vois. Ça va s'afficher. Ok, j'actualise juste et je vous montre ça. Donc, j'ai joué à Mushroom Wars 2, donc un jeu de stratégie temps réel, c'est comme ça qu'on appelle ça en fait, hein,
sur les ordinateurs, ça s'appelait comme ça auparavant, les fameux Age of Empires. Je cherche ce genre de choses parce que j'aime bien ce type de jeu en particulier. Et donc, il s'agit d'un jeu dans lequel il y a des personnages champignons. Et vous allez essayer de... J'ai pris des petites illustrations pour vous montrer, je vais mieux l'expliquer là comme ça. Vous démarrez avec des petits personnages dans des petites maisons et vous allez les envoyer, comme ça se joue sur iPad, d'un mouvement de doigt vers des adversaires pour essayer de gagner. Donc il faut avoir les bâtiments adversaires. Donc il faut avoir plus de personnages que l'adversaire pour réussir à le gagner. Donc le principe est très agréable parce que tu as un petit côté stratégique. J'envoie mes personnages, mais du coup il y a un affrontement, je vais perdre des bonhommes. Si j'arrive à en envoyer le bon nombre, je prends possession du bâtiment, mais l'adversaire, il voit que j'ai fait ce mouvement-là, donc il envoie des personnages sur un autre endroit. Il y a un aspect très stratégique dans l'occupation de la zone. On peut faire plein de mouvements en même temps avec cet aspect du temps réel où il vaut mieux être réactif et regarder à plusieurs endroits en même temps. Ça, vraiment, j'aime beaucoup et j'en ai fait pas mal parce qu'il y a un petit mode campagne à l'intérieur, mais il y a aussi un mode pour pouvoir jouer contre d'autres adversaires en ligne. Et tu te rends compte que tout de suite tu as des petits pouvoirs, que tes petits pouvoirs, il faut qu'ils se rechargent. Pour se recharger, soit tu regardes des vidéos, soit tu payes, soit tu attends, les adversaires les ont, tu les as pas. La progression des joueurs ne fonctionne pas tout dans le même temps. Et ça, j'aime pas du tout. Moi j'aimerais bien, ça me dérange pas de payer, mais je voudrais payer une seule fois. Et j'ai pas du tout envie d'attendre. Je sais que cette histoire qu'on va attendre pour pouvoir jouer correctement à son jeu, c'est pas des choses qui me parlent. Donc je suis mitigé. À la fois, j'aime bien le mode campagne, j'ai réussi à bien m'amuser pendant un petit moment. Et en même temps, ça me convient pas tout à fait. Donc je pose la question à ceux qui nous suivent, est-ce que vous connaissez des jeux sur iPad, sur ce genre de plateforme qui sont quand même très agréables pour pouvoir aussi se détendre, mais qui n'ont pas cet aspect qui a un nom, le fait de payer en permanence et de devoir attendre, de devoir looter d'une certaine manière des capacités. Ouais. Sur ce genre de jeu-là ou d'autres, moi j'avais joué à 80 Days sur iPad et iPhone qui était vraiment, vraiment super et qui était... Et Balatro, bien sûr, Balatro mais 80 Days, on dit 80 Days est très cool dans le chat, Mais moi, moi je vois qu'il a quand même reçu des prix, le jeu dont tu parles. Best of Strategy Game de l'Apple Store de 2016. Toi aussi, tu es à l'heure. Oui, très à l'heure. Nous, on est dans la nouveauté, c'est au niveau du jeu vidéo. Non, mais je trouve ça cool, en fait. On est en train de... Moi, il y a plein de jeux comme ça que j'ai redécouvert longtemps après les autres, et puis on n'est pas... J'espère que... Après, j'ai joué au dernier Donkey Kong sur Switch 2, donc je pourrais en parler, mais je le garde pour une prochaine fois, celui-là, si on veut être dans la nouveauté. Et en même temps, je vais plutôt... Mais je suis comme toi, moi, ce truc des achats qui font que tu dois attendre une période avant de rejouer ou de quoi, je trouve ça... dommage parce qu'il y a des jeux auxquels j'ai joué que je ne trouvais pas si mal et à chaque fois je suis là genre oh non, et c'est vraiment de la machine Afrique donc c'est ennuyeux un peu, mais sinon je vais quand même y jeter un œil parce que moi j'ai un iPad aussi. Barrick nous dit que Donkey Kong était super sur la Switch. Eh bien, j'y ai joué, on en parlera la semaine prochaine éventuellement. Allez, bonne journée à tous, c'est la fin de cette émission. Demain en matinale, nous serons avec Lumberjacks. Et pour vous parler notamment du fameux moustache, mais pas que. Bonne journée. Barbe et aussi. À très bientôt. On va parler de barbe. Allez, ciao.